Chers amis Rev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter le docteur Emmanuel Chibert qui a déjà donné pas mal de cours, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Et tu nous proposes un sujet qui est en plein cœur de l'actualité, Israël et Gaza, la vérité historique depuis la période du Second Temple. Bechavod. Ok. Bon, avant que je monte la présentation, effectivement, Gaza est un sujet, on va voir dans le cadre de la conférence, qui fait du problème et des petits soucis à Israël depuis pas mal de temps. Il y a même certains journaux qui parlent de Gaza comme zone maudite. On peut entendre toutes sortes d'expressions sur Gaza. Or, en vérité, Gaza, c'est quelque chose de tout à fait autre. Gaza est une ville mentionnée plusieurs fois dans le Tanakh, on va voir bientôt, mentionnée dans la Bible. Il y a eu beaucoup de juifs qui étaient à Gaza. Et la situation actuelle de Gaza, qui est devenue un nid de terrorisme, est relativement nouvelle. Et le but de cette conférence est de donner en fait une perspective historique. On va passer ensemble plus que 3000 ans d'histoire gazaouite pour comprendre en vérité exactement la situation de Gaza dans le cadre du peuple juif et de la situation également géopolitique et militaire. Donc, je vais vous montrer une présentation que j'ai faite, qui j'espère va marcher. Voilà, vous me dites si c'est bon, vous voyez tous, vous voyez la présentation. Magnifique. Israël et Gaza, la vérité historique. Alors d'abord, ok, Gaza est mentionné 22 fois dans la Bible. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il n'y a pas tellement de villes. Bon, c'est pas Jérusalem, hein, mais 22 fois, c'est beaucoup. Et c'est une ville qui, donc, a beaucoup d'importance. Et donc, d'abord, nous allons passer un peu sur ce qui se passe à l'époque biblique. Donc, l'époque biblique, jusqu'à la destruction du premier temple. Après la date, on pourrait dire, semi-officielle, 586, on a déjà parlé une fois qu'il y avait pas mal de différences entre la datation juive et la datation qu'on appelle la datation générale. En tout cas, à peu près vers moins 500, etc., Gaza va avoir un autre statut. La première citation de Gaza dans la Bible est dans la paracha de Noir, dans lequel il expliquait que la frontière de ce qui va devenir la terre des Cananéens Eretz Aknaani, ou bien mentionné dans la Torah, la terre de sept peuples cananéens que Jésus va conquérir. La frontière est en haut, dans le nord, de Saïda, proche d'une ville qui s'appelle Grara. Il y a plusieurs Grares. Il y a Grare dans le sud, il y a également un Grare dans le nord. Et la frontière des Cananéens qui est de Saïda dans le nord arrive jusqu'à Gaza. Donc, première fois où la ville de Gaza est mentionnée, c'est déjà très ancien, à l'époque donc des Cananéens, et il est mentionné de façon très intéressante au niveau pour savoir toujours quels sont vos voisins et dans quel contexte vous êtes. Alors, les voisins de Gaza, c'est des villes remarquables, extrêmement gentilles, Sodome et Gomorre, Adma et Twin. Donc déjà, on voit que la première citation de Gaza dans le Tanakh, il présente Gaza comme étant proche des villes de Sodome et Gomorre, Adma et Tzoïm, qui sont des villes qui, dans la parashat Vaera, sont détruites par un bombardement céleste et assez intense, on va lire dans la parashat Vaera. Voilà, donc ça c'est déjà une première mise en forme. Bon, on ne va pas regarder tous les 22 versets, mais uniquement passer de façon générale pour comprendre en tout cas le sens de Gaza dans la tradition juive. La deuxième citation que je ramène dans le livre des Shoftim, bon, désolé, j'ai marqué ça en hébreu parce que c'est quand même plus facile, mais après il y aura des tableaux en français, n'ayez crainte. Dans le livre des juges, il est mentionné que Gaza était donc dans le territoire de la tribu de Juda, et effectivement, Juda a normalement a semi-conquis, on va voir, Gaza et ses environs, ainsi que Ashkelon et ses environs, ainsi que Ekron et ses environs. Ce sont des villes qu'on va voir plus tard dans la carte, qui font partie des 5 villes qui vont devenir après les villes des Philistins. Alors, il faut bien comprendre, les Cananéens, c'est un peuple qui vient de Ham, donc Hachem, Ham et Japheth. Ham,
dans lequel va naître également l'Égypte et d'autres peuples qui sont plus des peuples africains, les Cananéens, à l'époque d'Abraham Avinu, comme Rachid le ramène au début de la parachat, la Torah, commencent à conquérir en fait la terre de Canaan, et à l'époque donc de Josué, Jéhuda va conquérir Gaza. En attendant, il y a un peuple qui s'appelle les Philistins. Les Philistins, ça veut dire les envahisseurs. Le mot Philistin, Pelishtim en hébreu, vient du mot liflosh, qui veut dire conquérir. Donc les Philistins, ce sont des conquérants qui viennent également d'une zone proche de l'Égypte et qui vont conquérir le sud du pays, donc qui va devenir un peu plus grand que la bande de Gaza. C'est donc ce qu'on appelle les Philistins, les Plishtim, les conquérants, les envahisseurs, on pourrait dire. Et de là va venir donc le nom Plishtim, qui sera le nom de cette nation qui va rester en Israël jusqu'à la destruction du peuple du premier temps. Les Philistins sont des guerriers qui font énormément de problèmes aux Juifs parce que justement, Judas, qui devait conquérir, mais également ou bien expulser, ou bien tuer, faire une guerre totale avec des peuples qui sont à Gaza, ne le fait pas. Donc, en vérité, il confie cette zone, mais il laisse les Philistins là-bas, et en laissant les Philistins là-bas, pendant des siècles et des siècles, ces Philistins vont prendre beaucoup plus de poids, ils sont également proches de l'Égypte, on va voir, et donc à ce moment-là, ils deviennent, pendant des centaines d'années, un problème militaire assez important pour le royaume, pour les Juifs, en tout cas, à l'époque des Juifs. À l'époque des rois, nous voyons que le roi Salomon, dans le quatrième source, Nachim, rôdé de Kol et vers Anahar, Mitaskar d'Adaza de Kol Malché et vers Anahar, Shalom et Yalou de Kol et Varam, que le roi Salomon et en tant qu'on prend le contrôle et jusqu'à Gaza, ainsi que tous les rois qui se trouvent donc au-delà du fleuve. Donc Salomon, le roi Salomon est un roi qui est très puissant, mais il n'extermine pas les peuples chrétiens qui, bien qu'ils ont fait énormément de problèmes à l'époque du roi Shaul, continuent à rester là-bas sous domination du roi Salomon. Un peu plus tard, les Philistins reprennent un peu du poids de la boîte, et à l'époque du roi Christiaou, Ézéchias, nous avons une autre guerre dans laquelle Ézéchias va frapper les Philistins jusqu'à Gaza, et mais encore une fois, on est en état de guerre. Et là, Dieu, via ses prophètes, nous avons bien mentionné une prophétie de Amos, décrète que Gaza doit être complètement détruite. Les Philistins ne peuvent plus rester à Gaza et la ville de Gaza sera détruite. Et le prophète Amos qui prophétise un siècle auparavant, qui va arriver à l'époque du Nabucodonosor, toute la conquête du Moyen-Orient et le fait que toutes les nations, ainsi que Israël et Juda et tous leurs voisins, seront conquis par le Boukhanassar, une partie seront complètement anéanties. Le prophète Amos, donc, dans le premier chapitre, dit la chose suivante. Ainsi a dit l'Éternel, Gaza a fait 3 grandes fautes, mais la 4e faute qu'ils vont faire ne pourra plus être pardonnée, irréversible. Et quelle est la 4e faute qui va faire Gaza? À la glotam galut shlema, la dire les hommes. Ils ont décidé d'exiler un exil entier et de les donner à Edom. Alors, le Malbim, un des grands commentateurs, explique sur place que, effectivement, le prophète Amos prophétise sur ce qui va arriver aux Philistins, qui sont les voisins du sud-ouest du royaume de Juda, et il parle des 3 fautes principales de Gaza, qui sont idolâtrie, Gilou Arayot, inceste et le meurtre. Spécialité, donc, il y a beaucoup de meurtres à Gaza. Mais par contre, la 4e faute, à ce moment-là, elle sera impardonnable. Et quelle est la 4e faute? Eh bien, à la Gotham, Galout, les mal à dire les hommes, ça veut dire qu'au moment où il y avait la destruction du premier temps, nous savons que les Édomites, bien que ce sont eux qui vont, les Romains vont dire tout longtemps, mais les Édomites, qui eux, pour l'instant, on parle des descendants d'Ésaïe qui habitent
proche des montagnes de Moab, dans la région de l'Est, à ce moment-là, ils vont décider, alors que bientôt eux-mêmes seront exterminés par la Nabucodonosor, mais avant que Nabucodonosor, ils vont décider donc de tout faire pour anéantir même les Juifs qui vont s'enfuir, ils vont essayer de s'enfuir à cause des troupes de Nabucodonosor, comme c'est marqué dans Obadiah. Et à ce moment-là, quand les Juifs, au début de la conquête de Nabucodonosor, vont essayer de s'enfuir vers le sud pour s'échapper du glaive de Nabucodonosor, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les attraper. Les Philistins vont prendre ces Juifs en otage et ils vont les vendre, ils vont les livrer aux Édomites qui eux collaborent avec Nabucodonosor, la destruction du premier temple, comme il est marqué dans le psaume qu'on a vu une petite histoire ensemble. Le port Hachem Ibné Edom, à Omrim Harou Harou, qui d'après le port littéral veut dire qu'à l'époque du premier temple, il y avait des Édomites qui ont rejoint les troupes chaldéennes et qui ont tout fait pour détruire les Juifs et détruire Jérusalem. En tout cas, donc, les Juifs qui sont fuis de Nabucodonosor sont pris en otage par les Philistins, et ça, c'est une faute qui est impardonnable. C'est pour ça que le prophète Saphonia en français, qui est un ami de Jérémie, donc contemporain de Jérémie, donc un prophète de l'époque de destruction du premier temple, va dire que Asa sera complètement abandonné, Ashkelon sera déserte, Ashdod, en plein milieu de la journée, tous les habitants seront expulsés, et Ekron sera détruite. Voilà, donc ça c'est. On m'a dit que le son n'est pas très clair. Si je parle un peu plus fort, c'est mieux, parce que c'est le son maximum que je peux faire. Bon, j'essaie de parler un peu plus fort. OK? Alors, le prophète Zacharie, lui, donc, qui est déjà au début du second temple, dit déjà effectivement, Asa est complètement abandonné, Ashkelon ne sera plus résidé. Autrement dit, à l'époque, de la destruction du. Il faut parler sans vous, OK? À l'époque de la destruction du premier temple, les Philistins sont ce qu'on appelle les Philistins sont complètement anéantis par la Nabucodonosor. Une partie sont massacrés dans les villes des Philistins et l'autre partie est exilée en Babylonie ou même dans tout le long de la Mésopotamie. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, nous allons regarder une carte. Ça, c'est la carte des villes philistines à l'époque biblique. Alors, bon, malheureusement, comme je n'arrive pas trop à agrandir, il va falloir que vous regardez bien avec vos yeux, mais dans la Bible sont mentionnées 5 villes qui sont les villes principales des Philistins. Les Philistins n'ont pas un roi, mais ils ont dans chacune des villes un gouverneur qu'on appelle en hébreu le Saren, qui va devenir d'ailleurs un grade dans l'armée, Seren, capitaine, mais Seren, c'est donc le nom qu'ils sont donnés au gouverneur des 5 villes philistines. Quelles sont les villes philistines? C'est important de comprendre, parce que ça nous aide à comprendre également ce qui se passe à l'époque moderne. Les villes des Philistines, c'est Gaza, ok, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath. Gath, aujourd'hui, c'est Kiryat Gath. Ekron, il y a un Moshav. Ashdod, Ashkelon, on connaît, et Gaza. Donc, quand on parle de la bande de Gaza, on va regarder là. Mais les Philistins, ils sont beaucoup plus au nord. Ils arrivent jusqu'après Ashkelon. Donc, ça, c'est la bande des Philistins, qui est en marron clair. En marron un peu plus foncé, il y avait des époques où les Philistins ont réussi à dépasser les frontières originales de ce qui est la terre des Philistins, et reste à Pishtim. Ils vont arriver même à des villes comme Tsiklag ou d'autres villes qui sont plus au nord. Donc, cette fois, l'influence qu'on va appeler la zone d'influence des Philistins est un peu plus compliquée. Donc, ça, c'est l'époque biblique. Donc, vous voyez ici, les villes principales juives, c'est Beersheba, donc Beersheba qui est un peu plus au sud de Gaza, ok. Il y a Beersheba, il y a Hebron, évidemment, Jérusalem, Bethel, Shiloh, Beth-Shean, Megiddo. On parle donc des villes principales juives à l'époque biblique. Shiloh, la ville dans laquelle pendant 367 ans, il va y avoir le tabernacle, puis l'entrée en Israël
jusqu'à Barnak et Ranov, Bethel, ville extrêmement importante dans lequel déjà Jacob y était, Jérusalem, etc. Ça, c'est donc les Philistins. Alors, à l'époque biblique, on résume, jamais la terre des Philistins n'a été complètement conquise par ni le royaume de Juda, ni le royaume d'Israël, ou même ni le royaume uni, David et Salomon. Ils n'ont jamais conquis complètement. Ils étaient en guerre. Des fois, il y a eu des époques des hauts et des bas. Il y a eu des époques, comme à l'époque de Salomon, où toute la bande des Philistins, la terre des Philistins, est sous conquête juive, mais reste quand même indépendante. Et il y a des époques où ils sont beaucoup plus forts. En fin de compte, à l'époque de Nabucodonosor, à l'époque de la destruction du premier temple, la terre des Philistins est complètement détruite, il n'y a plus de Philistins. C'est important à comprendre parce qu'aujourd'hui, les Palestiniens sur 50, on pourrait dire 50 origines historiques différentes, aucune n'est vraie. Une des histoires que racontent les Philistins, ils disent nous sommes des descendants des Philistins, des Palestiniens. Il n'y a aucun rapport entre les Palestiniens et les Philistins. Il faut que les choses soient absolument claires. Jamais la terre d'Israël n'a été appelée Palestine à l'époque du premier temple. Après la destruction du second temple, Adrien va décider, pour se venger des Juifs qui lui ont fait beaucoup de soucis dans les différentes révoltes qu'il y a eu, de détruire complètement d'abord Jérusalem, et donc faire une ville païenne qui va s'appeler Aelia Capitolina, où les Juifs n'ont pas le droit d'y être. Et ensuite, il ne veut pas que la terre soit appelée la Judée, et donc il décide d'appeler toute la terre d'Israël du nom de Palestine, ça veut dire du nom des Philistins, qui en vérité vraiment faire des tsarotes, en vérité c'est quelque chose qui est horrible, ce qu'il fait, de donner à la terre d'Israël le nom des grands ennemis, de ces grands ennemis des Philistins. Donc en vérité, Palestine, à l'époque, quand on prend la terre d'Israël appelée Palestine, c'est un nom que les Romains donnent à la terre d'Israël quand il n'y a plus aucun Philistin qui sont en Israël. Donc la Palestine veut dire, et après, c'est les Juifs qui vont s'appeler Palestiniens. Après, l'ancien nom de Jérusalem Post, c'était le Palestine Post, c'est-à-dire à l'époque du mandat, c'était les Juifs qui s'appelaient les Palestiniens, parce que le Palestine est devenu le nom commun de la terre d'Israël, parce qu'ils ne voulaient pas appeler ça Israël. Ça, c'est l'époque biblique. Qu'est-ce qui se passe donc après l'époque biblique? Là, ça devient intéressant. L'époque biblique, on avait dit, on a des conflits depuis Abraham. Hein. Abraham arrive chez les Philistins, Abimelech qui prend sa femme. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Les normes morales philistines ne sont pas très élevées. Et d'ailleurs, Abraham dit, il n'y a pas la crainte de Dieu ici. Vous parlez de Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et je sais très bien que si vous allez me tuer à cause de ma femme. Donc, c'est ce qui se passe, et donc jusqu'à l'exil. Ensuite, nous allons faire un petit respectif historique de ce qui se passe après donc, la destruction du premier temps. En mois 332, donc, nous avons une période de transition qui est la période perse. Nous savons qu'après la conquête de la Babylonie par Cyrus et Darius, tout le Moyen-Orient va devenir sous l'égide perse. Hein. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Iraniens ont énormément, comme en douane, qui rêvent de redevenir le grand empire ottoman, les Iraniens rêvent de redevenir le grand empire perse, qui était jusqu'à l'Égypte. Donc, ils essayent un peu de développer un peu leur influence, c'est pas nouveau. Donc, pendant peut-être à peu près 150, 200 ans, toute la région d'Israël était sous les mains, sous l'autorité philistine. D'ailleurs, même quelqu'un comme Nehemia est un pacha perse, mais donc c'est vraiment les Perses qui régissent la période. En moins 332, l'Empire perse perd énormément de son territoire et qui est conquis par Alexandre le Grand. En moins 332, Alexandre le Grand va conquérir tout Israël et va arriver également en Égypte. Au passage, il rentre à Gaza et massacre tout le monde. Pourtant, les habitants de Gaza
sont des habitants, sont plus les Philistins qu'on a bien vu, ce sont des habitants qui sont venus différents peuples, qui sont venus à l'époque perse. Gaza n'était pas une grande ville, en tout cas Alexandre le Grand détruit Gaza, l'a conquis, et Gaza va devenir une ville pas très importante, mais une ville surtout hellénique, donc une ville sous obédience grecque. Après la révolte des Hashmonaïm, les Hashmonéens, qui vont se révolter contre les Grecs syriens, les Arabes, c'est la fête de Hanouka. Ok. Donc après la révolte, la révolte des Hashmonaïm se fait entre Moudine et le Gush Etzion, donc c'est autour de Jérusalem, avec un radius de 40-50 km de Jérusalem, c'est la zone des Hashmonaïm. Un des descendants des Hashmonéens qui s'appelle en hébreu Yanaï, Janon en français, Janon l'Hashmonéen, lui, sera un roi très puissant et qui va décider d'agrandir énormément le territoire de ce qui était le royaume des Hashmonéens. Et le royaume des Hashmonéens va devenir un royaume important qui va arriver jusqu'au bout de la Galilée et qui va arriver au sud jusqu'à Gaza. Donc à peu près entre moins 140 et moins 100, la date n'est pas très claire. En tout cas, Janon, en tout cas, nous savons au minimum au moins 101, va conquérir Gaza. Et Gaza donc devient une ville complètement juive. Bon, mais il faut bien comprendre. C'est la première fois que Gaza est réellement conquise et devient une ville qui fait partie intégrante du royaume juif. Moins 101, en moins 63, suite à la guerre fratricide entre les descendants des Janon, qui font venir les Romains pour faire un Pax Romana en Israël. Le Pax Romana va très mal tourner. Pompéi rentre en moins 66. En moins 63, il va conquérir Gaza. Et d'après certains textes, il semble qu'il a expulsé les Juifs parce qu'il ne voulait pas que les Juifs soient tellement au sud. En tout cas, les Juifs reviennent à Gaza. 635, conquête arabe d'Eretz Israël. La conquête arabe d'Eretz Israël, Gaza donc. Alors, c'est intéressant. Rappelons-nous, aujourd'hui, il y a une tendance dans certains journaux, même des journaux respectables, comme le Figaro, le Monde, le New York Times. Nous n'allons pas parler également du Daily, en anglais, euh, et même certains journaux, malheureusement, en Israël. Il y a une tendance à dire Gaza, c'est une ville arabe. Les Arabes étaient toujours à Gaza. Mais les Arabes existent depuis la création du monde. Alors, c'est faux. La conquête arabe a eu lieu en 635, et ça fait plus que 700 ans que Gaza est une ville juive, ou les Juifs en tout cas habitent à Gaza et se développent à Gaza. Les Arabes ont conquis Israël bien après que Gaza est une ville juive. Les choses sont claires. En tout cas, au XIIe siècle, nous avons la conquête des croisés, et tout Israël va devenir le royaume de Jérusalem. Papa, les croisés vont massacrer les musulmans, et à ce moment-là, et malheureusement, ils massacrent notamment beaucoup de juifs. Dans cette période de la conquête des croisés, les croisés sont principalement autour de Jérusalem, ils vont arriver jusqu'en Galilée, parce que quand même ils ont peur des frontières avec les pays, enfin, avec les nations arabes. Ils ne développent pas seulement Gaza. Gaza aura un essor important après la conquête d'Israël par les Mamelouks. Les Mamelouks, c'est quoi les Mamelouks? Les Mamelouks, c'est très intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui dans une partie du monde musulman. Les Mamelouks, en fait, ce sont différents esclaves qui, au fil des siècles, ont été amenés en Égypte pour remplir différentes tâches, également des tâches militaires. Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent l'histoire ottomane, à ce qui va se passer avec les janissaires lors de l'Empire ottoman. En tout cas, les Mamelouks vont conquérir Israël. Les Mamelouks sont convertis à l'islam, ne sont pas des Arabes d'origine. Ok. Encore une fois, c'est différents peuples qui sont devenus un peuple d'esclaves qui va prendre du poids, va se révolter et va conquérir l'Égypte. Et en 1250, il va conquérir également Israël. Il va rentrer pendant pas mal d'années en guerre avec les croisés. Il jette les croisés de Jérusalem. Et en 1270, les Mamelouks vont conquérir tout Israël. Ils détruisent également les forteresses croisées dans le Galilée. Pour ceux qui connaissent la ville de Saphène,
quand on rentre dans les espèces, il y a ce qu'on appelle Amitsuda, le renfort. Il y a plusieurs, dans le Galilée, il y a plusieurs places fortes croisées qui ont été détruites par les mammouths, qui ont massacré un peuple qui est musulman converti. Donc ils deviennent beaucoup plus musulmans que les Arabes. Ils deviennent très, aujourd'hui on appelle ça croyants, en tout cas ils deviennent très extrémistes et ils font des massacres énormes dans toute Israël, les Mamelouks. C'est eux d'ailleurs qui vont décider de transformer le mont du Temple en un endroit saint pour les musulmans. À l'époque de Omar, au 8e siècle, quand les Arabes vont développer leur conquête d'Israël, ils n'ont pas fait du mont du Temple un endroit problématique. Ils ont respecté l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit du Temple, ce qu'ils vont faire sur Even Ashtia, la pierre noire de la Mecque, la pierre noire de Jérusalem, pour lequel, après la tradition juive, le monde a été créé. Ils vont faire un magnifique bâtiment pour honorer la pierre. Ce bâtiment, c'est ce qu'on appelle en hébreu Kippat Asela, le dôme du roc. Le dôme du roc n'est pas une mosquée, que les Arabes aujourd'hui ont fait une mosquée pour des raisons politiques. C'est pas une mosquée. La mosquée, elle, ils vont la faire au-delà du mont du Temple. C'est pour ça que la mosquée s'appelle El Aqsa, l'extrême, qui est après le mont du Temple, saint, après la tradition juive. Donc, jusqu'à l'époque des Mamelouks, les Juifs peuvent monter assez tranquillement sur le mont du Temple. Et d'ailleurs, Maïmonide dit que quand il est arrivé à Jérusalem, il est monté, il y avait une synagogue pendant des siècles au début du mont du Temple. Et à l'époque, il y avait une tradition, il savait exactement quelle est la partie du mont du Temple qui est interdite pour les Juifs, et qui est la partie qui a été rajoutée par Hérode, et qui, elle, n'est pas du tout interdite, on a le droit d'y être. Et à ce moment-là, il y a une synagogue là-bas. Nous savons qu'il y a une montée sur le mont du Temple lors des fêtes de pèlerinage à l'époque des Gaonim. Ceux qui vont transformer le mont du Temple dans un endroit beaucoup plus important pour l'islam, c'est surtout les Mamelouks, qui vont donc refuser aux Juifs pendant pas mal de temps d'y monter. En tout cas, entre 1250 et 1516, Gaza va énormément se développer parce que les Mamelouks vont faire de Gaza un grand port et la capitale du sud de la zone palestinienne, donc la zone d'Israël. Et à ce moment-là, nous savons très bien que quand il y a une ville portuaire qui permet de faire du commerce international, et quand il y a également une ville importante au niveau local, il y a également de l'argent à faire, il y a des Juifs qui sont là-bas. Donc à cette époque-là, il y a beaucoup de Juifs et Gaza, comme on va voir bientôt, est une ville avec une présence juive importante, une ville très remarquable, dans laquelle il va même y avoir une tradition biblique, rabbinique à Gaza qu'on va voir bientôt. 1517, les Ottomans, qui étaient des alliés des Mamelouks, ont décidé de conquérir Israël de la main des Mamelouks, et à ce moment-là, les Ottomans vont conquérir toute Israël. Comme, contrairement aux Mamelouks, pour qui Israël est très important, les Mamelouks, ce n'est pas un empire aussi grand que l'empire ottoman. C'est l'Égypte, c'est Israël jusqu'à la Syrie, c'est beaucoup plus limité. Donc pour les Mamelouks, la zone d'Israël, surtout la zone côtière, qui est Gaza et Japon, est très important pour pouvoir développer leur commerce. Puisqu'en fait, pour les zones, puisqu'il y a l'Égypte, il y a le désert du Sinaï qui passe par pratique pour développer une activité, et ensuite il y a Israël. Donc, à l'époque des Mamelouks, Gaza est une ville importante. Pour les Ottomans, Israël, c'est rien. C'est un grain de riz dans l'empire énorme ottoman. C'est un très grand empire qui aujourd'hui réside sur 22 pays actuels, qui arrive jusqu'au port de Vienne. Et donc, pour les Ottomans, Gaza devient une ville beaucoup moins importante. Elle existe. Il y a une implantation juive. La ville n'a pas la même importance qu'elle avait à l'époque des Mamelouks. En 1917, il y a une guerre. Il y a énormément de combats autour de la ville de Gaza parce que c'est la Première Guerre mondiale et les Anglais, surtout avec les troupes des fantassins australiens, vont conquérir Gaza dans lequel il y a énormément de combats. Et une fois que Gaza est conquise, la route est ouverte pour Allenby pour rentrer en Israël. Et à ce moment-là, les Anglais vont conquérir.
Ça, c'est les faits historiques généraux. Parlons maintenant des Juifs. Qu'est-ce qui se passe à cette époque par rapport au monde juif? En quoi Gaza est une ville juive? Alors d'abord, comme on avait dit, de moins 55, au moins 100, c'est pas très clair, jusqu'à moins 61, c'est une ville juive complètement judaphonienne. Les Romains exclusifs, les Juifs reviennent. Nous savons qu'au temps de la Mishnah et du Talmud, ça veut dire après la destruction du Second Temple par les Romains, la plupart des Juifs et également des rabbins passent au nord, ça veut dire vers la Galilée, dans le Golan, dans lequel il y a beaucoup de Rabbi Judas le Prince a écrit la Mishnah à Beth Sharim, donc dans la Galilée. Par contre, il y a quand même une présence juive importante dans le sud. N'oublions pas qu'à l'époque de la destruction du Second Temple, le Sanhédrin va quitter Jérusalem et va s'installer pendant longtemps à Yavne. Yavne est une ville qui est pas loin d'Ashdod. Ok. Donc, les Juifs se trouvent au sud et il y a à l'époque de la Mishnah et du Talmud une importante communauté juive avec beaucoup de preuves archéologiques qui, en attendant, je ne sais pas comment dire, n'ont pas tellement été conservées par l'autorité archéologique du Hamas. Et comme l'État islamique a détruit des villes entières, dont la ville de Niv, la ville de Mossoul, dans laquelle la tradition qui avait le tombeau de Jonas qui n'a jamais été enterré là-bas, il semble, mais en tout cas, il y a des tentatives complètement détruites parce que pour eux, chaque tradition qui est antérieure à l'islam n'existe pas, parce que l'islam a existé depuis tout le temps. Donc malheureusement, aujourd'hui, après le retrait israélien de la bande de Gaza, on pourrait dire les preuves archéologiques de la présence juive antérieure à la période arabe, elles ne sont pas très respectées. En tout cas, nous savons par exemple qu'à l'époque byzantine, donc l'époque byzantine, c'est-à-dire après que les Romains sont devenus chrétiens, il y a l'époque byzantine, il y a une synagogue qui est une des plus belles synagogues du Moyen-Orient, il y a là-bas une mosaïque magnifique, la synagogue de Gaza, qui se trouve devant, et il y a une présence continue juive. Alors on a parlé de l'époque des Mamelouks, vous vous rappelez, avant 1917, dans lequel Gaza a un grand essor, la communauté juive de Gaza est une importante communauté et décide de demander, et cherche un rabbin qui fait une autorité extraordinaire. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un rabbin à Damas et ils vont faire venir un rabbin qui s'appelle Rabbi Israël Najara. Rabbi Israël Najara est quelqu'un de très important et tous les vendredis soirs, dans la plupart des communautés juives, autour de la table du Shabbat, qu'on mange un gefilte fish, ou qu'on mange du poisson crémé, qu'on mange du kugel ou qu'on mange du couscous, on a l'habitude de chanter sur différentes versions un chant qui a été écrit à Gaza. Je voulais faire monter un petit YouTube avec pas tellement de voix, mais en tout cas, le chant s'appelle Yoribon Olam. Yoribon Olam de Maya, etc. Ce chant qui a l'initiale, c'est Israël, a été écrit par Rabbi Israël Nadjara à Gaza. Une autre personnalité importante, évidemment, pour beaucoup moins plus problématique que Rabbi Israël Nadjara, c'est Nathan à Azati. Nathan de Gaza, c'est un semi-prophète qui était à Jérusalem, qui après va s'installer à Gaza et qui a proclamé Shabbatai Tzvi comme étant Messie. Toutes les lettres qui vont arriver jusqu'en Europe proclamant Shabbatai Tzvi sont écrites par Nathan de Gaza et sortent de la ville de Gaza, qui est une ville importante en Israël. Donc, comment dire, et ça, il faut bien comprendre. On a l'habitude de parler des 4 villes saintes, qui sont Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safed. Mais ces 4 villes saintes ont été développées beaucoup plus tard. Ça veut dire qu'il y a des Juifs à Tibériade, mais en tout cas, Gaza est une ville importante, bien avant la période des 4 villes saintes. En 1799, Napoléon Bonaparte décide de conquérir tout est Israël. C'est un problème géopolitique par rapport aux Anglais. Il veut couper les routes maritimes aux Anglais, y compris l'Égypte. Et d'ailleurs, nous avons une trace
de la conquête de l'Égypte à la place Vendôme, dans lequel nous avons le magnifique obélisque que Napoléon a gentiment pris aux Égyptiens, ainsi que dans le Louvre, il y a des salles énormes de l'Égypte antique. Tout ça, c'était amené gentiment par Napoléon à l'époque de la conquête. Et après la conquête de l'Égypte, Napoléon décide la conquête de la Syrie-Palestine. Il va monter le long de la côte. Il va conquérir Al-Arish, après Gaza, et après Jaffo, il va massacrer. Il a tué à la baïonnette 3000 soldats ottomans, chose qui va faire un petit tension entre les Turcs et les Français. En tout cas, les Juifs, à la conquête de Napoléon, fuient la ville à cause d'une épidémie, mais reviennent. La ville de Gaza est tellement importante qu'au début du sionisme, au début du sionisme, un des mouvements qui va accompagner la première Aliyah s'appelle les Chovevei Sion. En français, on appelle ça les amants de Sion, qui sont donc un organisme juif, principalement en Europe de l'Est, qui va adhérer au mouvement sioniste, auquel il y aura des grands rabbins, comme le rabbi de la Sainte-Sunnida Berlin, le Rosh Yeshiva de Volodine, et à l'époque de Chovevei Sion, alors qu'il y a une implantation juive, 30 familles juives vont émigrer et vont s'installer spécialement à Gaza pour renforcer la présence juive de Gaza. Les Chovevei Sion pensent qu'à part les colonies comme Petah Tikva, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, il est important également de développer la présence juive dans les villes afin de développer également plus d'activités économiques et également pour renforcer également une position politique. Donc que les Juifs doivent être également présents dans les villes dans lesquelles il y a une présence arabe importante. Et donc, 30 familles juives vont rejoindre la communauté juive ancienne de Gaza pour la renforcer. À la Première Guerre mondiale, on avait vu qu'il y avait des conflits, une guerre. La guerre va arriver à Gaza. Les Juifs sont expulsés de la ville à cause de l'état de guerre. En 1922, après que les Britanniques vont affirmer leur mandat, les Juifs retournent s'installer à Gaza. Donc on voit que depuis 1945 jusqu'à 1922, ça fait plus que 2000 ans, les Juifs, la majorité de la période, les Juifs habitent à Gaza. Gaza est une ville juive, est une ville juive respectable, dans laquelle il y a une activité importante et également au niveau économique, mais également une activité importante au niveau religieux, avec des rabbinim, avec une activité spirituelle qui est importante dans la ville de Gaza. Ça, c'est un point qui est important à comprendre dans le Gaza. Ça, c'est donc l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, en 1929, il y a les événements tragiques de Tarpat. Tarpat, c'est ce qui s'est passé malheureusement, Shabbat, Simchat Torah, il y a 3 semaines. Les Arabes font des émeutes, et là où ils peuvent, ils massacrent les Juifs. Le but des Arabes, c'est de jeter les Juifs des Israël en 1929. Ils l'ont déjà fait auparavant. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des émeutes graves. Les Arabes ont fait des pogroms terribles en 1720. Il y a un pogrom qui a été fait des Juifs de Jérusalem en 1800, accusés d'avoir collaboré avec Napoléon Bonaparte. En 1834, la révolte des Fellahs, des paysans contre Mohamed Ali. Les Juifs sont massacrés à Jérusalem, à Tibériade, à Safed. 1937, il y a un tremblement de terre et après, il va y avoir des massacres de Juifs dans lesquels les villes juives seront pillées par les Arabes. En 1838, révolte des Druzes contre Ibrahim Pécha au Liban. Les Druzes du Liban arrivent en Galilée et massacrent les Juifs de Safed avec des histoires horribles, de femmes violées sur des prétorats dans les synagogues on connaît de Safed, des histoires qui sont racontées entre autres également par le secrétaire particulier de Montefiore, Louis Fleuve, son nom de plume hébreu, c'est Peter Alevi, qui était présent là-bas et qui était sauvé par miracle. Donc, des pogroms, il y en a eu, mais en 1929, il y a une série de pogroms d'émeutes arabes. Les Juifs de Hébron sont massacrés, 59 Juifs sont tués, les autres tués comme ça s'est passé, de façon absolument horrible. Et c'était des Juifs qui étaient les voisins
c'était les voisins des Arabes, les médecins des Arabes, les pharmaciens qui ont tout fait qui ont vécu en bonne entente avec les Arabes pendant des centaines d'années, et qui ont été massacrés en 1929. Malheureusement, il y a également des émeutes graves à Gaza. Gaza est loin de tout. Gaza est quand même beaucoup loin de Jérusalem. Le centre névralgique du monde juif, c'est quand même à l'époque du mandat britannique, principalement Jérusalem, Jaffa. Ok, Tel Aviv n'est pas encore créé. Nous avons Jaffa et nous avons après le nord avec Haïfa. Est-ce que Tarpat en 1929 est comparable en horreur au 7 octobre? Eh ben, écoutez, si vous lisez, il y a des livres qui ont été écrits par des rescapés, des enfants des rescapés du massacre de Hebron. La description de ce qui a été fait là-bas est très proche de ce qui a été fait malheureusement le 7 octobre. Un massacre horrible. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça nous met des larmes aux yeux, mais c'est proche de ce qui est fait le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est Hebron lié par 20, mais il y a eu des centaines de juifs qui ont été tués en 1929. 59 à Hebron, il y a eu des juifs qui ont été tués à Jérusalem, des juifs qui ont été tués à Japon, il y a des émeutes également à cette partie de là. En tout cas, les juifs de Gaza, une partie sont tués et les juifs donc quittent Gaza. Voilà. Jusqu'à 1929, il y a une présence juive à Gaza pendant plus que 2000 ans. Gaza n'est pas une ville palestinienne, Gaza n'est pas une ville arabe, Gaza est une ville comme n'importe quelle autre ville en Israël, comme Hebron, comme Tibériade, comme Safed, ville dans laquelle les Juifs habitent pendant des centaines, et encore plus que même que Safed, les Juifs habitent pendant plus de 2000 ans à Gaza. C'est Gaza, une ville juive comme une autre. Alors comment Gaza est devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Un nid de terreur, un nid de terrorisme. Qui a fait de Gaza ce qu'elle est aujourd'hui? On va rentrer maintenant dans les périodes plus modernes. Alors, vous comprenez un peu, c'est quoi Gaza aujourd'hui? Alors, le dernier quart d'heure qu'on a maintenant, on va parler maintenant de la période moderne. On parle maintenant des géopolitiques et militaires. Alors, je vais vous dire un secret entre nous. Je connais assez bien Gaza parce que quand j'ai fait tous les drapeaux, 1980, j'ai rejoint une unité qui s'appelait Shaked, commando de Shaked, qui a fait des unités un peu plus grandes. Et donc, je suis la dernière promotion dans le Sinaï. Et notre zone, on était partagés, on était 5 pilotes dans l'unité qui s'appelle l'unité du Shaked. Shaked qui a fait une unité qui s'appelle l'unité de Shaked. Et donc, cette unité m'attribua à moi. On était responsable du camp de réfugiés de Jabalia. Vous voyez, Jabalia, nous, on était à Jabalia, d'autres étaient à Gaza, d'autres étaient à Dir al-Bala, Anthony, et un à Beth Lahia, et d'autres à Beth Hanoun. 1, 2, 3, 4, 5. On avait été 5 d'autres, nous on était à Jabalia. Alors, Jabalia, à mon époque, c'est très ça. Il y avait, comme le Hamas, les frères musulmans, il y avait le Fatah, ils s'entretuaient. Voilà. C'est pas, ils s'entretuaient, et comme on faisait des arrestations avec le Shabbat, donc des fois on arrêtait le responsable des camps musulmans, des fois dans la nuit on rentrait dans la Casbah, on arrêtait le type de Qatar. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, vous avez moins de moyens. La situation est la même. Simplement, le problème, c'est que le Hamas et le Fatah ont fini par. Alors, c'est quoi la bande de Gaza? Avant qu'on rentre un peu dans les considérations, on comprend comment la ville de Gaza, on avait vu, une ville gentille. Bon, il y a eu des conquises, pas conquises, enfin, Gaza n'a pas une histoire profondément différente que les autres villes, jusqu'en 1929. C'est une histoire qui ressemble un peu à ce qui s'est passé à Jérusalem, dans le Galilée, Tibériade, ça fait. C'est une ville comme les autres. C'est pas une ville spéciale. Il n'y a pas de problèmes spéciaux. Et en 1929, les Juifs quittent Gaza comme ils quittent d'autres villes. Donc jusqu'en 1929, Gaza est une ville normale. On va appeler normale ce qui passe, mais c'est une ville normale. Il n'y a pas d'événements spéciaux. Il n'y a pas une terreur spéciale à Gaza. Alors comment Gaza est devenue qu'elle est aujourd'hui? Parce que Gaza est devenue quand même, toute la bande de Gaza est devenue une bande de terreur. Comment c'est d'abord? Expliquons un peu c'est quoi cette bande de Gaza dont on parle. Après, on va voir comment elle a été créée. Là, nous avons l'Égypte. L'Égypte s'arrête là. Jamais les Égyptiens n'ont voulu intégrer Gaza à l'Égypte. Jamais. Même quand il y avait le contrôle, comme on va voir bientôt, ils n'ont jamais voulu des Gazaouis. Jamais. Pourquoi? On va expliquer un peu. D'abord, comprendre un peu c'est pas donc. Donc, il y a le Rafia, il y a une zone, c'est la frontière entre l'Égypte et donc, la fin du Sinaï.
là où dans le Sinaï, l'Égypte et la bande de Gaza. Donc, vous voyez aujourd'hui, si vous regardez un peu les événements qu'il y a eu, on se rappelle, il y a aujourd'hui 3 points d'accès entre Israël et la bande de Gaza. Il y a Kerem Shalom, ok. Il y a Erez en haut et, attendez, Erez, Kerem Shalom et Rafia. Rafia, c'est dans les mains des Égyptiens. C'est là où il y a une zone de passage entre le Sinaï et la bande de Gaza. Et entre Israël et la bande de Gaza, il y a 2 points d'accès. Il y a Kerem Shalom au sud et Erez, on appelle Marton Erez, Navar Erez au nord. Ok. C'est quand Israël accepte de faire passer les camions, etc., de la bande de Gaza, ça passe ou par Erez ou par Kerem Shalom, qui sont 2 points de contrôle contrôlés par Tzal, enfin et contrôlés par l'armée égyptienne. Les points principaux. Et là, nous avons autour de la bande de Gaza ce qu'on appelle les Yishuvim de Otef Gaza. En hébreu, on appelle donc le contour de Gaza. Nachal Oz, Karni, Kisufim. Ok. Donc tout ça, alors Be'eri, etc. Tout le long de cette frontière, nous avons des Yishuvim qui ont été créés une partie déjà en 1948, 1950, autour de la bande de Gaza, qui était sous contrôle égyptien. Alors ça, c'est la bande de Gaza telle qu'elle est aujourd'hui. Donc après le démantèlement, etc., on va revenir un peu en arrière pour voir ce qui se passe auparavant. Mais en tout cas, donc ça, c'est la bande de Gaza telle qu'elle est aujourd'hui. Donc quand on parle que Tsahal rentre dans le nord de la bande de Gaza, parce que la zone principale dans laquelle le Hamas a son gouvernement, c'est la ville de Gaza, Gaza City, le Djebalia, là où j'étais hier, il y a ça l'été hier, il y a 2 camps de réfugiés, Beth Hanoun et Beth Lahia, mais Gaza, c'est Gazaville. Gaza, c'est là où il y a le métro de Gaza, les 400 km, etc. Gaza, c'est là, il y a les grosses infrastructures sur Gaza. Il y a également au sud, c'est beaucoup moins, il y a là, c'est beaucoup plus dilué. Il y a la ville de Rafah. Il y a une ville qui s'appelle Rafah, qui est une ville au sud. Il y a Khan Younis, qui est connu, et Dir el-Bala. Mais qui sont en général des camps de réfugiés. Alors, qui habite là-bas et d'où viennent les types là-bas. Pour ça, il faut comprendre un peu c'est quoi la Gaza palestinienne. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque du mandat britannique, comme on l'avait vu, donc juste entre 1922 et 1948, les Juifs s'installent en 1922, 1929, les Juifs s'enfuient de Gaza, ils ne vont pas revenir à Gaza, mais uniquement à cause des émeutes arabes, des Anglais qui ne font rien pour eux. En tout cas, Gaza, bon, est une ville sous mandat britannique, comme Hebron, dans lequel les Juifs n'y habitent pas. En 1948, il va se passer une série d'histoires autour de Gaza qui vont créer le Gaza moderne. Alors, le Gaza, aujourd'hui, comme vous avez vu, ce n'est pas la bande de Gaza qu'il y avait jusqu'en 1929, qui était la continuation de Gaza. Il n'y avait pas de bande de Gaza en 1929, il y avait une ville comme Gaza. Il n'y avait pas autour des villages. Ce qui va devenir après la bande de Gaza sera créé par les Égyptiens. Et là, il faut être clair. Les responsables de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est l'Égypte. Depuis 1948. Là, il faut comprendre les événements et ça va nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En 1948, la guerre d'indépendance. Guerre d'indépendance, les Arabes refusent le plan du partage voté le 29 novembre 1947, le 4 de novembre, donc le 29 novembre 1947, c'est le plan de partage adopté par la majorité des pays de la Société des Nations, il n'y a pas encore l'ONU, ça s'appelle la SDN, la Société des Nations, et voté le plan. Les Arabes ont reçu le plan de partage. Le 15 mai 1948, Saint-Pierre Tachar proclamé l'État d'Israël. Les Anglais quittent Eretz Israël, la fin du mandat britannique, et commence une grosse guerre, qui est la guerre des Bras. On va rappeler avant, mais la guerre des Bras éclate principalement le 15 mai. Enfin, elle a commencé bien auparavant. Et là, et là, 7 pays arabes rentrent en guerre avec le petit pays d'Israël qui vient d'être créé, et le plan des pays arabes est clair. L'Égypte dit, moi, je commence à conquérir par le sud, et j'arrive à Tel Aviv.
Les Syriens, il a dit non, on confie aidé par les Irakiens. On dit la Jordanie, qui elle, qui vient aussi comme cadeau par Winston Churchill, quand il était vice-ministre des colonies, a reçu la Transjordanie, qui est devenue aujourd'hui la Jordanie, ça ne suffit pas. Donc, eux, ils vont prendre la Judée-Samarie et Jérusalem, conquise par la Jordanie, là, donc la légion arabe formée par des Anglais, hein, Laurence d'Arabie, etc. Donc, ils font une bonne armée. Ils arrivent. C'est la seule, c'est le seul qui réussit. Euh, dans le sud, les plans des Égyptiens est d'arriver à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, à ce moment-là, est-ce qu'on rejoint par les Jordaniens qui vont arriver à Tel Aviv de Jérusalem par l'ouest, ok? Et les troupes du nord, qui sont le Liban, la Syrie, l'Irak, elles ont pour but de rentrer et de massacrer tous les Juifs en Galilée et après de la Galilée, il n'y a pas encore le Golan, il y a la Galilée, de rentrer directement, de traverser Haïfa et d'arriver vers Tel Aviv. Tel Aviv, c'est le grand point de réunion. Les Arabes adorent Tel Aviv. Pour eux Tel Aviv, c'est le symbole de l'Israël moderne qui ne va tout prix détruire. Et donc, les Égyptiens, eux, leur but, c'est de rentrer par le sud. Qu'est-ce qui se passe? L'armée israélienne, la jeune armée israélienne, arrive à endiguer l'invasion égyptienne et les Égyptiens n'arrivent à arriver que jusqu'à Gaza. Donc en vérité, l'Égypte rentre et arrive jusqu'à Gaza, ils n'arrivent pas à dépasser. Qui habite à Gaza? Il y a une population arabe ancienne, donc ottomane, et arrive à Gaza des milliers d'Arabes qui, eux, vont venir vers Israël, donc, et qui, suite à la guerre d'indépendance, une partie vont quitter leur ville comme Ramleh, Lod et compagnie, et vont quitter parce qu'ils ont peur de salles, ils vont se réfugier dans la bande de Gaza. Donc, dans la bande de Gaza, en 1948, il y a deux grandes populations arabes. Il y a une population gazaouite ancienne qui, elle, vient d'Égypte, puisque Gaza, les Arabes de Gaza, ce sont des Arabes qui viennent d'Arabie Saoudite, la plupart viennent d'Afrique, ça veut dire des zones plus africaines, donc ils doivent venir principalement d'Égypte, mais également des fois de pays d'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, à Gaza, les Arabes se connaissent. Chacun connaît exactement la famille d'où elle vient. Toi, tu es égyptien du Caire, toi, etc. Toi, tu viens de Ramallah, ils se connaissent tous. Donc, il y a une partie qui vient de l'Égypte. Maintenant, l'Égypte, c'est les frères musulmans après. Donc, cette partie-là égyptienne, très influencée par les frères musulmans, très influencée également pour ce contrôle, et arrivent des réfugiés qui viennent plus de la zone soi-disant jordanienne et syrienne, et qui sont complètement différents. Ils n'ont pas la même tradition, ils n'ont même pas le même accent d'ailleurs, ils ont un accent différent, ils ont une autre culture, et donc Gaza va devenir une zone avec des dizaines de milliers d'Arabes qui viennent d'un peu partout, qui se détestent. L'Égypte contrôle Gaza, mais refuse de l'intégrer à l'Égypte. Ils ont peur de Gaza. Ils vont à Gaza un endroit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Égyptiens? Ils vont transformer Gaza en une zone de terreur pour Israël. Ils n'arrivent pas à pénétrer plus loin. Et donc, à ce moment-là, ils vont essayer de créer une zone indépendante. Quand on dit qu'il n'y a pas d'autonomie chez les Palestiniens, c'est faux. Entre 1948 et 1942, l'Égypte va essayer de créer dans la bande de Gaza une autonomie indépendante, une autonomie arabe, pour ne pas avoir besoin de prendre le contrôle. Il nomme le président de Gaza, le Mufti al-Husseini, ami intime d'Hitler, qui n'a pas le droit de rentrer en Israël, les Britanniques ne laissent pas, et même les Égyptiens, et le Mufti al-Husseini va devenir le président suprême de la bande de Gaza. C'est quelqu'un qui est extrémiste. C'est un des personnes qui a formé, qui a donné l'idée de la solution finale à Hitler, commandant des troupes dans le Balkan qui ont fait énormément de massacres contre les Juifs et qui ont aidé les Allemands à déporter énormément de Juifs vers Auschwitz. Ce Mufti d'Al-Husseini est nommé comme étant le président. Alors évidemment, Gaza commence à devenir une zone et la Jordanie refuse. Et qu'est-ce qui va se passer? En 1952, en 1954, la Ligue arabe reconnaît l'échec de l'autonomie à Gaza. Et à ce moment-là, Gaza va devenir une zone
uniquement sous contrôle militaire égyptien. Qu'est-ce que font les Égyptiens? L'armée égyptienne s'installe à Gaza et forme dans la population locale, une population de réfugiés qui haïssent Israël, un groupe de terroristes qui s'appelle les Fedaïm. Entre 1948 et 1967, il va y avoir des centaines d'attaques terroristes de Fedaïm qui s'infiltrent dans l'État d'Israël. Des centaines de juifs sont assassinés. Il y en a qui prétendent que ça va jusqu'à 1000 juifs. En tout cas, il y a des centaines de juifs assassinés. Il y a des attentats célèbres de cette époque. Les commandants des Fedaïm, c'est un colonel égyptien de l'armée égyptienne, qui après sera tué par un colis piégé par le Mossad. Et donc, entre 48 et 67, 67, la guerre des 6 jours, Israël rentre et va administrer. En tout cas, en 1967, la bande de Gaza devient une bande de terroristes qui a été formée par les Égyptiens. Les Égyptiens, exprès, ont transformé Gaza en zone terroriste. En 70, c'est la guerre du dur avec les Israéliens d'Israël. Ariel Sharon va voir Golda Meir. Il dit à Golda Meir, écoute-moi, si tu me nommes commandant du secteur sud, en hébreu, Alouf Pikoud Avirom, je te promets qu'en un an, Gaza va devenir le Singapour du Moyen-Orient. Je vais massacrer tous les Fédaïs qui restent encore à Gaza de l'essence égyptienne. Je me fais. Sharon, Golda Meir nomme Sharon commandant de la région sud. Sharon quadrille la bande de Gaza, crée des cessez-le-feu, tue des centaines de terroristes. Et entre 1970 et 1980, il n'y a pas un attentat qui sort de Gaza. Pourquoi ça revient en 80? On va voir ça maintenant. Ça, c'est ce qui se passe avant les accords de paix avec l'Égypte. À l'époque où le Sinaï est juif. Regardez bien ce qui va se passer. En 1967, donc, regardez ce jour, Israël arrive au canal de Suez, la ville de Suez, canal de Suez. Là, nous avons Rafia, c'est la bande de Gaza. Et là, nous avons donc. Alors, qu'est-ce que fait Israël? Israël décide de ne pas conclure Gaza, erreur, bon, à l'époque c'est facile. Israël également ne veut pas administrer. Israël administre Gaza, mais ne veut pas faire de Gaza une zone juive. Il laisse les Arabes à Gaza. Qu'est-ce que fait Israël? Israël entoure Gaza de villes juives. Nous avons ici Yamit, Néo Sinaï, et nous avons au nord de la bande de Gaza, Ashdod, Ashkelon, et une série de Yishuvi, c'est-à-dire entre 48 et 54, l'État d'Israël va créer la ville d'Ashdod et la ville d'Ashkelon pour fermer la bande de Gaza et empêcher les Égyptiens un jour de vouloir faire une nouvelle guerre. Et une série de Yishuvim, Ofakim, Netivot, Shderot, qui sont des Yishuvim qui sont après le Hotef Haza. Donc en fait, il y a une série de kibbutzim qui sont mamash autour de la bande de Gaza, qui ont été attaqués le 7 octobre, et d'autres villes qui sont plus importantes, qui sont créées un peu plus tard, pour endiguer également l'influence de la bande de Gaza. Donc principalement, on a des villes de Tivot, Ofakim, Sderot, et Ashdod et Ashkelon, évidemment, Kiryat, toutes ces villes que le Hamas voulait arriver là-bas. Donc ça, c'est, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un démantèlement en deux étapes qui va faire que la bande de Gaza arrive à se développer comme étant qu'elle est aujourd'hui. Premièrement, les accords de paix avec l'Égypte. En 1977, Sadat arrive en Eretz Israël, tout le monde est content, et en Camp David, Jimmy Carter fait une pression énorme sur Menachem Begin, avec malheureusement une pression également de Safavid, et Menachem Begin accepte de rendre tout le Sinaï. Ça veut dire d'arriver à cette ligne-là et de démanteler tous ces yishuvim juifs, Yamit, Neot Sinaï, Nachalian, tous les Ophira, tous ces yishuvim, tous ceux qui sont proches de la bande de Gaza, sont démantelés, sont détruits, et donc tout le Sinaï est donné aux Égyptiens. Les Égyptiens arrivent, et donc la bande de Gaza maintenant, il y a une petite présence juive ici qui s'appelle la ligne Philadelphie, qui a pour but quand même d'empêcher les Gazaouis de rentrer dans le Sinaï, etc., qui sont des accords de paix avec l'Égypte. Et donc, les Gazaouis comprennent, en 1980, que bientôt l'Égypte va arriver à leur porte.
ben, il va se passer exactement ce qui s'est passé dans le Golan, où les Druzes du Golan détestent Israël, c'est pas les Druzes de Galilée, les Druzes du Golan sont franchement anti-israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur à chaque fois que la Syrie va avoir intégré le Golan et va les massacrer. Après 10 ans de calme, entre 70 et 80, quand moi j'arrive à 80, c'est pas que de moi, mais quand j'arrive à 80, les Arabes commencent à se révolter, à jeter les grenades, commencent à avoir des attentats de la bande de Gaza. Pourquoi? Parce qu'ils savent que très bientôt, en 82, les Égyptiens vont venir, et quand les Égyptiens vont venir, à ce moment-là, ils vont devoir donner des comptes aux Arabes. Alors regardez bien ce qui se passe après. Et on va terminer encore 2 minutes. Johan, je prends encore 2-3 minutes pour terminer rapidement. Maintenant, en 82, Israël donne Israël à l'Égypte et détruit la ville de Yamit. Donc à ce moment-là, les Égyptiens arrivent quasiment à la frontière de la bande de Gaza et les Gazaouites à ce moment-là donc prennent du poids de la bête et commencent un peu à se révolter contre l'Égypte. Entre 67 et 94, Gaza est sous contrôle israélien complet. Donc vous pouvez regarder 6 jours. Même si Israël est devenu Israël, les Égyptiens ne veulent pas de Gaza. Bien comprendre. Les Égyptiens ne veulent pas de Gaza. Ils disent on veut tout le Sinaï, mais Gaza, nous, on ne prend pas. Vous avec Gaza. Donc Gaza est sous contrôle israélien jusqu'au d'accord d'Assaut. Qu'est-ce que font les Israéliens? Ils vont créer dans la bande de Gaza des implantations vides pour éviter que Gaza prenne trop d'importance et empêcher également le terrorisme de se développer. Donc jusqu'en 94, Gaza est sous contrôle israélien et la vérité, c'est calme. C'est calme. Il y a là-bas une implantation vide qu'on appelle le Gush Katif. Jusqu'au décor d'Oslo. À ce moment-là, arrive Shimon Peres, il a une idée géniale, horrible et terrible. Il dit, vous savez quoi? Il dit à Arafat, on va commencer nos accords d'Oslo par 2 villes, qu'on appelle en hébreu Azab et Yericho Trila. Une ville dans la bande de Gaza et une ville en Judée-Samarie. On va commencer par Gaza et Jéricho. Gaza, parce que, vous aimez bien, c'est pas trop, c'est loin de chez nous. Et Gaza est donné à l'autorité palestinienne, Arafat s'installe à Gaza et à Jéricho. Alors, Gaza, à ce moment-là, Israël n'est plus à Gaza, à Manen, et dans la bande de Gaza, à ce moment-là, il y a en 94, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des blocs juifs, Gush Katif, et Gaza, Jelabia, Balia, etc., tous les villes qu'on a vues, Hanouni, eux, sont sous contrôle de l'autorité palestinienne, qui crée là-bas une police, une armée, amène des armes, et commence à développer une activité hyper sympathique qui va se retourner contre Israël. En 2005, alors l'autorité palestinienne commence à bombarder à la roquette, au mortier, les implantations juives du Gush Katif, on verra bientôt la carte, et à ce moment-là, en 2005, arrive Ariel Sharon et on ne va pas rentrer maintenant dans tous les raisons qui l'ont amené à faire ça. En tout cas, en 2005, Ariel Sharon décide de donner toute la bande de Gaza aux Palestiniens, de démanteler les communautés juives, on verra un peu où elles se trouvent dans la bande de Gaza, et de donner toute la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Magnifique. Il dit les Palestiniens, l'autorité palestinienne, pas la peine d'avoir des juifs au milieu, etc. Alors, on va revenir un peu, mais regardez bien. Ça, c'est la bande de Gaza avant le démantèlement du Gush Katif. Il faut bien comprendre parce qu'on a du mal à comprendre le Gush Katif. Regardez bien, la bande de Gaza, c'est la bande de Gaza que vous connaissez. En haut, donc, nous avons Ashdod, Ashkelon, Ashdod, la Chalon, Karni, Kisufim, Toufa, Kerem Shalom, tout ça, vous connaissez. Où est le Gush Katif? Le Gush Katif, c'est une série, c'est 14 ou 17 Yishuim, je crois. La plupart des Yishuim sont là, vous voyez, entre l'Égypte et avant Gaza, ce qu'on appelle le Gush Katif. Et il y a quelques Yishuim qui, au début, étaient tout à fait tranquilles. Mais qui sont donnés, après que le peuple palestinien s'implante, nous avons Netzarim, nous avons Dougris, et là, Netzarim, par exemple, c'est les Juifs qui devaient plus attaquer, beaucoup de morts à Netzarim. De Gaza, on envoie quelques mortiers de temps en temps là-bas pour bombarder Netzarim. Et vous allez. Ariel Sharon, donc, va démanteler tous les Yishuim du Gush Katif en disant je donne toute la bande de Gaza à l'autorité palestinienne, pas la peine d'avoir des Juifs là-bas, ça vous prend trop d'armée. Nous, on va réinstaller l'armée autour de la bande de Gaza. Et la bande de Gaza, on l'abandonne. Mais qu'est-ce qui va se passer?
En 2007, les élections démocratiques, parce que nous sommes en démocratie, l'autorité palestinienne, c'est une démocratie. Mohamed Abbas est président depuis la mort de Arafat. Normalement, d'après les. Il devrait tous les 5 ans avoir des élections. Il n'y a pas d'élections palestiniennes, etc. En tout cas, en 2007, le Hamas est élu. Le Hamas, c'est la continuation des frères musulmans. Donc, le côté, on pourrait dire, égyptien, qui haït le Fatah. Et quand le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza, il massacre des centaines de dirigeants, de toute la partie du Fatah qui était au pouvoir depuis 1994, donc depuis les accords d'Oslo, sont tués par le Hamas. Ils jettent les responsables du Fatah du 17e étage de l'hôpital de Gaza. Ça veut dire que les hôpitaux sont des endroits de grande santé. Okay. Ils prennent des types qui sont à l'hôpital, ils les jettent de la fenêtre de l'hôpital. Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza et voilà. Alors, c'est pas nouveau le Hamas. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que depuis 1948, tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau. En 1948, les Égyptiens transforment la bande de Gaza, ville normale, pas plus différente que d'autres villes, en un territoire terroriste fédéral d'incursion et de centaines de villes qui sont tuées. Et ensuite, il y a deux possibilités. Ou bien on prend le contrôle de Gaza, on laisse le Gaza, et le Gaza, à ce moment-là, si jamais. Alors, quand les Juifs, quand ça, les forts, entre 70 et 80, Gaza est tranquille. Et pourquoi Gaza est entouré par des villes, Yamit, tout, Ashdod, Ashkelon, tout, Gaza ne peut pas faire trop de problèmes, et l'armée israélienne est dans Gaza. Quand l'armée israélienne se retire de Gaza, il y a les accords d'Oslo, à ce moment-là, Gaza revient ce qu'elle est, une ville de Sédaïm, une ville dans laquelle il y a une culture de terreur, et surtout, la bande de Gaza, c'est une bande de réfugiés. Il y a très peu d'Arabes, on pourrait dire, il y a pas les Arabes, ne sont pas depuis 2000 ans, mais il n'y a pas très peu d'Arabes qui habitent de familles qui sont là-bas depuis le début du XXe siècle. Très peu. Gaza était une très petite ville à l'époque du mandat britannique. La bande de Gaza était vraiment une bande de réfugiés qui viennent de l'Égypte et qui viennent de là-bas, qui se déterrent, deux mouvements, un mouvement religieux comme musulman, un mouvement fatah plus laïque. Le seul point commun qu'ils ont, une haine totale des Juifs, des réfugiés qui chacun prétend qu'ils ont été expulsés par les Juifs. Et ça, c'est l'histoire un peu de la bande de Gaza. Donc, est-ce que la bande de Gaza aurait dû être comme ça? Non. Non. La bande de Gaza aurait pu être différente. Gaza peut être une ville tout à fait normale. Malheureusement, depuis 1948 jusqu'à nos jours, jamais il y a eu un traitement de choc qui a été fait dans la bande de Gaza, sauf 10 ans. Sauf entre 1970 et 1980, où là, vraiment, l'armée israélienne a maîtrisé ce qui se passe là-bas, et les Gazaouites ont été tranquilles en sachant qu'ils n'avaient aucun espoir un jour de devenir indépendants. Après le retrait du Sinaï, Gaza reprend une activité terroriste, et depuis les accords d'Oslo, ils font exactement ce qu'ils veulent là-bas. Donc il y a une culture terroriste qui a commencé en 1948. Voilà. J'ai terminé mon allocution. S'il y a des questions, c'est le moment de poser. Je termine le talk. Ceux qui veulent quitter, parce que c'est déjà un peu tard, vous pouvez partir. Ceux qui ont des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Sinon, comme ça. Johan, la parole est à Tout vous. d'abord, Toda Rabba, un grand merci, c'était passionnant. Et voilà, vous pouvez ouvrir les micros pour interroger le docteur Chiver. S'il n'y a pas de questions, c'est bien. Ça veut dire que tout est clair. OK. Johan, s'il n'y a pas de questions, alors on termine. Alors, merci beaucoup. OK. Toda Rabba. Ah ben, alors, uniquement terminer par une note positive. Quand on connaît toute l'histoire de Gaza, on voit qu'encore une fois, il n'y a pas une malédiction sur Gaza, pas une zone qui est censée être une zone de terreur, une zone dans laquelle malheureusement, on n'a pas, malheureusement, l'État d'Israël n'a pas fait assez attention au potentiel sociologique, anthropologique
et de terreur qu'il y a, vu la nature de la population. Begin avait essayé de transformer les camps de réfugiés en Eldorado. Arafat avait dit que n'importe quel réfugié qui reçoit un centime du gouvernement israélien, il est tué. Donc, il faut exprès de laisser des camps de réfugiés horribles, il y a des bagailles, etc. La ville de Gaza a une partie qui est absolument invivable, une partie de l'île aujourd'hui a été détruite, mais qui était le camp là où il y avait le Hamas. Donc, en vérité, la bande de Gaza est assez fabriquée par les Égyptiens comme étant une zone de terrorisme anti-israélien. On peut freiner ça. Il faut remettre en fait les choses à l'heure, revenir à ce qu'était Gaza dans les années 70, dans lesquelles la période était beaucoup plus calme, avec une présence israélienne assez forte. Il y a des moyens de résoudre. Au moins, j'espère que les dirigeants connaissent au moins une partie de ce que j'ai dit, parce que quand on connaît la vraie histoire de Gaza, on voit à ce moment-là que c'est complètement différent de l'image qu'on a aujourd'hui de Gaza. Gaza est une ville juive, une ville dans laquelle on peut habiter, et qui malheureusement, les Égyptiens ont transformé en un nid de terrorisme. Et je vous dis franchement, faire de Gaza le début des accords d'Oslo, ou bien Shimon Peres n'a jamais étudié l'histoire, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est absolument aberrant. Je vous dis franchement, c'est ce qu'il pensait à l'époque, mais quand on connaît un peu l'histoire, l'historique de Gaza et dans les Fédayim et compagnie, donner une indépendance à Gaza, donner des armes aux Gazaouis, ce sont des Fédayim. Les Égyptiens nous ont formés pendant toute après, entre 48 et 67, ont formé des générations de Fédayim sous l'égide de l'armée égyptienne. On ne peut pas prendre un terroriste et donner une arme et lui demander d'être une bobby, ça ne marche pas. Donc déjà, Hachem, que beaucoup donne à tous les Khayalim, que Gaza redevienne une zone tranquille dans laquelle toute terreur sera éradiée comme Sharon avait fait en 70 et que nous n'entendons que des bonnes nouvelles de Hashem, que vous ayez une magnifique soirée. Amen.